Alors, on commence. Oui. Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver pour ce webinaire. Je tiens tout d'abord à remercier l'ILAE Eastern Mediterranean pour son invitation et pour le choix du sujet. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir professeur Inès Bedoui, professeur agrégé en neurologie qui exerce au service de neurologie de l'hôpital militaire de Tunis, qui est élève de notre cher professeur Teleki, qui va nous parler d'un sujet peu abordé, mais qui constitue une véritable hantise pour tout épileptologue, et donc qui est les SUDEP, les Sudden Unexpected Death in Epilepsy, mort subite inexpliquée en épilepsie. Donc, docteur Bedoui, sans tarder, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Je tiens tout d'abord à remercier l'ILAE pour cette excellente occasion, pour m'avoir accordé l'honneur de présenter un sujet qui me tient à cœur. Et honnêtement, j'ai beaucoup appris en faisant cette présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous en parler de la mort subite inexpliquée en épilepsie. Sudden Unexpected Death in Epilepsy. SUDEP en abréviation. Donc, nous allons commencer par le cas de Madame Monia, qui est âgée de 34 ans, qui a 2 enfants, G2P2, qui a une épilepsie focale type temporale avec bilatéralisation, généralisation depuis l'âge de 22 ans. Elle est sous carbamazepine et levetiracetam. L'imagerie cérébrale de la patiente initiale était normale. Notre patiente faisait 2 à 3 crises tonico-cloniques généralisées par mois, le plus souvent dans un contexte de mauvaise compliance thérapeutique et pas de crise le mois qui a précédé. Excusez-moi, docteur Bedoui. Oui. Docteur Bedoui, en avance oui. pour la diapo. Next. Oui, tout à fait. Donc, je vais répéter. Donc, next. Yes, next. Shannon, please, next. Next. Yes. Je vais répéter. Donc, nous allons commencer par le cas de Madame Monia, qui est âgée de 34 ans, qui est G2P2. Elle a 2 enfants. Elle a une épilepsie focale temporale avec bilatéralisation depuis l'âge de 22 ans. Elle est sous carbamazepine et sous levetiracetam à bonne dose, avec une imagerie cérébrale initiale qui était sans anomalie. L'imagerie cérébrale a été répétée dans la 5e année devant l'exacerbation des crises. Notre patiente faisait 2 à 3 crises tonico-cloniques généralisées par mois, le plus souvent dans un contexte de mauvaise compliance thérapeutique, et elle n'a pas eu de crise le mois qui a précédé sa mort. Cette patiente était trouvée en état de mort, en plein sommeil. Elle était dans son lit. Avec l'autopsie, il n'y avait pas de cause toxique ni de cause anatomique pour le décès. C'est une autopsie dite négative. Quel est le diagnostic à retenir pour cette patiente? On est là plein dedans. Next. Next. Please, Shannon. On est dans le cas de sudden... Non. On est dans le sudden unexpected death in epilepsy. Le SUDEP ou la mort... On est dans le cas d'une mort subite inexpliquée chez une patiente épileptique. Next. Un peu d'épidémiologie. L'épilepsie est associée à une mortalité 2 à 3 fois plus par rapport à la population générale. Le SUDEP est décrit dans 2 à 18% de décès. Il est responsable de 2 à 18% de décès chez les patients épileptiques, avec une incidence de 0,7 à 13 par 1000 épileptiques par an. Le risque est accru chez les épileptiques qui sont mal équilibrés. Next. Qu'appelle-t-on SUDEP ou mort subite? Next.
Mort subite chez un épileptique, c'est une mort qui est non expliquée, qui est subite chez un épileptique en l'absence de cause structurale du décès. Ça, c'est la définition qui a été apportée en 1999 et cette définition est gardée jusqu'à l'heure actuelle. Next. Enfin, pour la définition, il y a la définition de Nashef en 1997 et celle next de Anger. Et les deux définitions se rejoignent. Pour le premier, Nashef, il a défini le SEDAP comme une mort soudaine, inexpliquée, non traumatique chez un patient épileptique et pas de cause évidente pour ce décès. Et Nashef a exclu les états de mal épileptique ou les causes anatomiques de décès, telles que par exemple le fait qu'un épileptique peut mourir à cause d'un hématome extra. Par exemple, il a fait une crise épileptique et il a fait un hématome extradural qui est volumineux, ou il a fait de l'hémorragie cérébrale, ou un épileptique qui est mort parce qu'il a fait une intoxication au carbamazépine ou autre molécule. Donc, trois conditions qui doivent être remplies pour parler de mort subite chez l'épileptique ou SEDAP. La première, que cette mort est soudaine et elle est inexpliquée. Elle survient chez un épileptique, pas dans un contexte d'état de mal épileptique. Et en post-mortem, à l'examen du post-mortem, on ne trouve pas de cause toxique telle que, par exemple, une intoxication aux antiépileptiques ou une cause anatomique au décès, par exemple, un infarctus du myocarde ou quelque chose comme ça. D'accord? La deuxième définition, c'était celle d'Anger dans la même année. Les deux définitions se rejoignent parce que lorsqu'on parle de SEDAP, mort subite chez un épileptique, la définition d'Anger rejoint celle d'Hachef, mais de point de vue, une mort inexpliquée, une mort qui est soudaine, une mort qui est non causée par une étiologie organique ou une intoxication, mais Anger, ce qu'il a ajouté dans sa définition dans la même année, c'est de classer le SEDAP en SEDAP défini, probable, possible ou unlikely ou ce n'est pas un SEDAP. D'accord? Pour le SEDAP défini, on doit avoir tous les critères, c'est-à-dire c'est une mort qui est subite, inexpliquée, qui survient chez un épileptique, sans contexte d'état de mal épileptique et avec un examen obligatoire du post-mortem, c'est-à-dire de l'épilepsie, de l'autopsie. Next, please. Next. Non. Yes. Pour Anger, je parlais de la définition d'Anger qui rejoint celle d'Hachef, mais ce que Anger a ajouté par rapport à Hachef, c'est qu'il a défini, il a classé le SEDAP en différents types. Il a parlé de SEDAP qui est défini lorsqu'on a tous les critères, c'est-à-dire une mort subite, non expliquée chez un épileptique, qui survient en dehors d'un état de mal épileptique et qu'on ne trouve pas d'explication d'explication organique ou toxique pour cette mort. Et pour parler de SEDAP défini, il faut obligatoirement avoir l'autopsie. D'accord? SEDAP défini, il faut avoir un examen autopsie qui est négatif.
Probable SEDAP, on a tous les critères, c'est-à-dire les critères qu'on en a parlé avec HF et avec Anger, mais on n'a pas l'autopsie. Il y a tous les critères cliniques, mais on n'a pas l'examen autopsique. Possible SEDAP lorsqu'on a une mort subite chez un épileptique, une mort inexpliquée qui survient brutalement en dehors d'un état de mal épileptique, mais notre patient épileptique, il a quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il a, par exemple, il souffre d'un trouble du rythme. On ne peut pas être sûr que le trouble du rythme est incriminé dans le cas et on ne peut pas aussi l'éliminer. On parle de SEDAP possible lorsque on a les critères de SEDAP, mais on a quelque chose associé, c'est-à-dire un contexte associé. Par exemple, un patient qui a un trouble du rythme ou qui est suivi pour une insuffisance cardiaque, mais cette insuffisance cardiaque, lors de son décès, n'était pas une insuffisance cardiaque en décompensation. Donc, on ne peut pas trancher et dire cette insuffisance cardiaque est, elle, le responsable du décès et de la mort subite ou c'est l'épilepsie qui est responsable. D'accord? Et on parle de unlikely or not SEDAP lorsque le cause de décès n'est pas claire et les circonstances ne sont pas très claires à mettre en évidence. Et par exemple, un patient épileptique qui est mort et qui est trouvé dans la plage en état de noyade. D'accord? On ne peut pas être sûr si ce patient épileptique, il a fait des crises et lorsqu'il était en train de se baigner et il est mort à cause de cette noyade ou c'est une mort subite et après il y a eu la noyade. D'accord? Là, on ne peut pas être sûr. Dans ce cas de figure, peut-être l'autopsie, elle peut nous aider parce que il y a des choses, il y a des éléments à l'autopsie qui nous permettent de faire la différence entre quelqu'un mort noyé ou quelqu'un qui est mort puis il a eu la noyade. D'accord? Est-ce que c'est clair? On passe? Next. Là, après avoir abordé l'épidémiologie, le SEDAP, c'est quelque chose qui n'est pas rare, puisqu'on a 2 à 18% des décès chez les épileptiques sont des SEDAP. D'autre part, la définition, c'est une définition qui est assez claire lorsqu'on a de l'autopsie avec, et la classification, la définition n'a pas connu de remaniement réellement depuis 1997, depuis Nachef et Anger. Par rapport à Anger, par rapport à HF, Anger, il a ajouté quelques clarifications de point de vue classification de SEDAP pour permettre mieux de comprendre et de classifier les patients et surtout là pour tout ce qui est travaux scientifiques. Donc, Anger, il a beaucoup apporté pour la classification, ce qui permet de mieux mener les travaux scientifiques. Mais SEDAP, on va apporter maintenant tout ce qui est difficulté diagnostique avec quelques clarifications. La première des clarifications, lorsqu'on parle de mort subite, ce n'est pas une mort qui est inexpliquée, d'accord? C'est une mort qui survient de façon soudaine
et euh, et ce n'est pas une mort non expliquée. Lorsqu'on parle de SEDAP possible, c'est lorsque notre patient épileptique, il a tous les critères du SEDAP, c'est-à-dire une mort qui survient de façon subite chez un épileptique, en dehors d'un état de mal épileptique, le patient il est trouvé dans sa chambre, mort, les circonstances sont bénignes, mais on n'a pas d'examen post-mortem. On parle de SEDAP possible en l'absence de l'examen autopsique. D'accord? Next. 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 Oui. Tout ce qui est état de mal épileptique de durée supérieure à 30 minutes doit écarter le diagnostic de SEDAP. Parce que là, l'état de mal épileptique est responsable d'asphyxie. Ce n'est pas du tout une mort subite. C'est en fin de compte une mort qui est due à un état de mal épileptique. D'accord? On peut, lorsque on parle de SEDAP aussi, lorsque le patient a fait un événement. D'accord? Et cet événement, c'est-à-dire un événement épileptique, une crise, mais le patient est mort dans l'heure qui a suivi lorsque le patient il est décédé dans l'heure qui a suivi l'événement épileptique, on parle de SEDAP. D'accord? Next. C'est quoi le SEDAP plus? Ce sont les cas où on a un état de mort subite chez un épileptique, mais avec des conditions préexistantes qui peuvent contribuer à eux-mêmes, ces conditions à elles-mêmes, au décès du patient. Par exemple, le fait qu'on a un patient épileptique, mais qui a une insuffisance coronaire. Mais ce patient ne doit pas avoir d'infarctus du myocarde concomitant à la mort subite. Là, on va pas plus parler de SEDAP, mais on va parler d'une mort qui est secondaire à un infarctus du myocarde. D'accord? Donc, SEDAP+, c'est tout ce qui est mort subite chez un épileptique, mais chez cet épileptique, il a quelque chose d'autre. Par exemple, il a une pathologie cardiaque, il a une pathologie respiratoire qui est en décompensation. D'accord? Il a, par exemple, en association à son épilepsie, il a, par exemple, de l'hémorragie cérébrale ou un AVC qui est récent, qui peut contribuer, entre autres, à la mort. D'accord? Le fait que cette pathologie qui est en décompensation soit en décompensation aiguë, on ne parle plus de SEDAP, mais plutôt on parle de mort qui est secondaire à cette décompensation aiguë. J'espère que c'est clair ou je dois répéter. Donc, je vais réexpliquer. SEDAP plus le fait que le patient, un épileptique, ait une mort subite avec, il a en association une circonstance particulière. Par exemple, parmi les circonstances particulières, il a une insuffisance coronaire. Mais cette insuffisance coronaire ne doit pas être en décompensation. Si le patient il est en décompensation, en insuffisance coronaire aiguë, on ne va pas parler de SEDAP, mais on va parler de mort subite chez un épileptique qui est secondaire à cette insuffisance coronarienne aiguë ou à cet infarctus du myocarde. D'accord? Next. On va parler aussi du
des morts subites qui surviennent dans un contexte de noyade. Là, tant qu'on n'est pas sûr, est-ce que notre patient a fait une crise d'épilepsie et il est mort, puis il y a eu l'immersion dans l'eau, on devrait parler de SEDAP possible. D'accord? Parce qu'il y a le cas de figure, un patient qui fait une crise d'épilepsie et qui le fait lorsqu'il était à la plage, et il va se noyer et la noyade va être responsable de cette mort subite. Là, les critères de SEDAP ne sont pas remplis parce qu'en fin de compte, la mort est causée par la noyade et non pas une mort subite. Mais il y a le cas de figure du fait qu'un patient fait malheureusement une crise où il va mourir de façon soudaine et il va après être noyé dans l'eau. D'accord? Next. Next. Là, on aborde la 7e clarification qui est le fait qu'il ne faut pas parler de SEDAP secondaire à une asphyxie parce qu'en fin de compte, toute mort est associée à une asphyxie. D'accord? Le fait, par exemple, on ne peut pas être sûr, par exemple, lorsqu'un patient il a eu une mort subite, on trouve qu'il a de l'asphyxie même au niveau qu'il a eu une asphyxie. Par exemple, on trouve par exemple le cas de figure d'avoir de l'alimentation, un bout de viande au niveau de la gorge à l'autopsie. Là, on ne peut pas être sûr que cette mort est due à une asphyxie par inhalation où le patient il a eu la mort subite, en même temps il a eu l'inhalation. Donc le terme d'asphyxie, il ne faut pas le dire. On parle de mort subite, mais la distinction entre, même à l'autopsie, entre le mécanisme d'asphyxie, le fait que il a eu par exemple une inhalation qui était responsable de la mort subite, ou le fait que notre patient il a décidé lorsqu'il était en train de manger, on ne peut pas faire la différence. Donc, ce terme ne doit pas être utilisé. Next. On parle de near SEDAP ou la mort subite presque. C'est le fait que le patient il a eu un arrêt cardio-respiratoire qui était réversible par les efforts de réanimation dans l'heure qui suit. Là, on passe à la 3e partie de notre présentation, c'est le SEDAP et les facteurs de risque. Nous avons next. Nous avons revu la littérature concernant tout ce qui est facteur de risque de SEDAP. Et nous avons choisi de parler principalement de 3 articles, dont celui de Stevenson de 2020, qui, à mon sens, l'article le plus complet, qui est l'article le plus complet pour plusieurs raisons. Parce que c'est un article avec un nombre assez important avec une cohorte assez importante, et c'est un article qui s'est basé sur les autres études de la littérature. Next.
Next. Donc, Svensson a fait une étude qui a inclus 250 cas de mort subite, définis et probables, avec un groupe contrôle de 1148 patients, et il a étudié les facteurs de risque de mort subite avec plusieurs corrélations, avec des odds ratios, avec un intervalle de confiance de 95%. Et voici les résultats, les meilleurs des résultats de son étude. Donc, next. 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 L'âge du début de l'épilepsie, la longue durée d'évolution et l'étiologie structurale ne sont pas associés à la mort subite, et ceci après ajustement à la fréquence des crises tonico-cloniques généralisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Svensson a étudié les différents paramètres cliniques, les caractéristiques cliniques et des conditions de vie, ainsi que l'éducation de sa cohorte. Et il a ajusté tous les paramètres à la fréquence des crises tonico-cloniques généralisées qui représentent le facteur le plus rapporté dans la littérature dans l'apparition de mort subite. Et donc, il a trouvé que à la fois l'âge du début de l'épilepsie, même si on a une épilepsie qui débute au jeune âge, même si on a une épilepsie qui évolue depuis une longue date, même si on a une épilepsie structurale secondaire à une lésion, ceci n'augmente pas le risque de mort subite si le patient ne fait pas de crise tonico-clonique généralisée assez fréquente. D'autre part, il a étudié le type d'épilepsie. L'épilepsie généralisée ou l'épilepsie à début focal, le type d'épilepsie ne sont pas associés à la mort subite, mais ceci à moins qu'on ajuste à la fréquence des crises tonico-cloniques généralisées. Par contre, l'épilepsie à début inconnu est associée relativement à la mort subite, bien sûr, après ajustement à la fréquence des crises tonico-cloniques généralisées. Next. 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 Aussi, de point de vue niveau d'éducation, il n'y a pas d'association entre les niveaux d'éducation et la mort subite chez les épileptiques. L'étude de mode de vie a révélé que le fait de vivre seul ou de partager la maison de famille et non pas la chambre constitue un facteur de risque de mort subite, et ceci après adaptation à la fréquence des crises tonico-cloniques généralisées. Ceci a été rapporté par plusieurs auteurs. Le fait de vivre seul ou le fait d'avoir une chambre à part, ça augmente le risque de mort subite. Et ceci est expliqué par le fait qu'un épileptique, surtout mal équilibré, pourrait faire des crises nocturnes, il pourrait être seul, et le fait de faire ces crises-là, il peut répéter ces crises, et ceci pourrait mener à la mort subite de cet épileptique. Ce qui en découle à une mesure préventive qui est hautement recommandée par les différentes études, c'est le fait la supervision de tout patient épileptique, surtout
mal équilibré et le fait qu'il devrait être dans une chambre avec quelqu'un d'autre pour, pour, pour éviter le risque de mort subite. Next. 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 La mort subite est intimement liée à la fréquence des crises tonico-cloniques généralisées et des crises nocturnes lors de la dernière année qui précède le décès du patient. D'où le fait d'avoir plus de 4 crises tonico-cloniques généralisées, le risque de mort subite, il est multiplié par 10. D'accord? D'où est l'intérêt de équilibrer le maximum l'épilepsie chez un patient qui présente surtout des crises tonico-cloniques généralisées. Car la fréquence de ces crises-là est intimement liée au risque de mort subite. Et ceci a été rapporté par la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des études de la littérature. Next. Next. La monothérapie ou la polythérapie antiépileptique et la stimulation du nerf vague réduisent le risque de mort subite, et ceci après adaptation à la fréquence des crises tonico-cloniques généralisées. Parce qu'en fin de compte, un bon équilibre des crises épileptiques, que ce soit par la mono- ou polythérapie ou le traitement palliatif, la stimulation du nerf vague, ne peut que réduire le risque de mort subite. D'accord? Pour la chirurgie de l'épilepsie, elle n'est pas associée à une augmentation du risque de mort subite. Mais par contre, la chirurgie de l'épilepsie, par le mécanisme de l'équilibre de l'épilepsie, elle pourrait être responsable de réduction du risque de SEDAC. Next. Next. Là, on va parler d'un problème à la mode de nos jours. C'est les comorbidités. Et on en parle du sujet de mort subite, risque de mort subite et de comorbidité. Tout ce qui est troubles mentaux, tout ce qui est handicap intellectuel n'est pas associé réellement au risque de mort subite. Mais par contre, tout ce qui est abus de substances telles que l'alcool et les substances toxiques, tout ce qui est drogue, est associé à une augmentation du risque de mort subite dans 20 à 30% des cas. Tout ce qui est comorbidité cardiovasculaire, il n'est pas associé aux morts subites, mais entre dans le cadre de ce concept de SEDAP possible, c'est-à-dire des circonstances qui augmentent le risque d'avoir une mort subite, mais on n'est pas sûr que ces circonstances sont ces circonstances à elles seules responsables de cette mort subite. Next. Autre facteur de risque. Bien sûr, la non-compliance au traitement et le risque et l'augmentation de la fréquence de crise, en particulier tout ce qui est crise tonico-clonique généralisée et les crises tonico-cloniques nocturnes, augmentent le risque de mort subite. Et là, avec le Covid-19, on en parle de plus en plus de mort subite, mais la mort subite est due principalement à une exacerbation de la fréquence des crises tonico-cloniques généralisées.
D'accord? Next. Là, on va en finir par un mot sur la physiopathologie de la mort subite. La littérature, next. La physiopathologie, non, on revient. La physiopathologie, elle est peu connue jusqu'à l'heure actuelle, mais différentes hypothèses ont été rapportées. Dans les facteurs génétiques, l'association de mort subite a certaines mutations génétiques, mais ça reste, les résultats sont très hétérogènes dans la littérature et c'est au cas par cas. Le deuxième mécanisme, c'est les troubles du rythme cardiaque, tels que l'arythmie cardiaque, qui ont été incriminés dans certaines morts subites chez l'épileptique. D'autres auteurs parlent du dysfonctionnement respiratoire aigu associé rapporté chez les épileptiques, dont le mécanisme est dit central et qui est incriminé dans cette mort subite. Et des études de la littérature ont parlé aussi du dysfonctionnement de la substance activatrice du tronc. La substance activatrice ascendante du tronc pourrait être responsable de mort subite, mais ceci reste à vérifier par d'autres études à plus large population et dans lesquelles on fait de l'autopsie. Et donc, next. Pour finir, la mort subite, elle est décrite elle constitue 2 à 18% des cas de décès des patients épileptiques. Le risque, il est accru chez les épileptiques mal équilibrés avec des crises tonico-cloniques généralisées dans l'année dernière et surtout des crises nocturnes. Le seul garant de diminution du risque de mort subite reste un meilleur contrôle de l'épilepsie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Bedoui, pour ce brillant exposé. Alors, vous pouvez poser vos questions. Donc, en attendant, j'ai quelques questions. Y a-t-il des études qui ont travaillé sur le SUDEP en fonction des molécules antiépileptiques utilisées? Par exemple, je dis ça juste comme ça, je ne sais pas s'il y a une étude, mais est-ce que, par exemple, l'usage des benzodiazépines pourrait prédisposer à faire plus de SUDEP? D'accord, je vous réponds. Pour des études sur les molécules, il y a pratiquement une étude qui a parlé de quelques résultats qui concernent les benzodiazépines et ils ont parlé d'augmentation de la détresse respiratoire qui est responsable de mort subite. Mais le fait de prendre molécule par molécule ou au moins classe thérapeutique par classe thérapeutique responsable de SUDEP, ça n'a pas été rapporté dans la littérature. D'accord. Mais je pense Merci beaucoup. que Alors, on a... Amel, c'est une excellente question parce que ça donne des idées à faire des travaux dans ce sens-là. Et pourquoi pas faire un registre africain, nord-africain et africain où on collège nos cas de mort les subite patients. et on étudie selon les molécules et selon les différentes conditions et les différentes caractéristiques épidémiologiques. Oui, merci beaucoup. Alors, on a une question de Dr Amal Benhaj Qassem.
Y a-t-il des moyens de prévenir le SUDEP? Oui, dans la littérature, qu'est-ce qu'il en parle? Il en parle surtout de contrôle de l'épilepsie. Et le contrôle de l'épilepsie, et surtout des crises tonico-cloniques généralisées, à la fois par le fait, par l'équilibre des antiépileptiques, l'éducation thérapeutique du patient, insister sur la compliance, l'hygiène de vie, éviter tout ce qui est dette de sommeil. Et certains parlent aussi de, même dans certaines études, ils ont parlé de régime cétogène dans différents types d'épilepsie. Et il n'y a pas réellement de recommandations pour le contrôle du CEDAP en dehors du contrôle de l'épilepsie. D'accord, merci beaucoup. Docteur Benser Sihan pose la question à propos des enfants. Est-ce qu'il y a des particularités chez les enfants? Particularité de CEDAP chez les enfants? Chez l'enfant, oui. Oui. Le CEDAP chez l'enfant, à ma connaissance, de revue de la littérature que j'ai fait, les morts inexpliquées, ils sont plus fréquents dans tout ce qui est épilepsie avec des crises nocturnes. Et chez les enfants qui ont une épilepsie pharmacorésistante avec des crises tonico-cloniques généralisées et des crises nocturnes. D'accord, merci beaucoup. Autre question, docteur Raïda, est-ce que c'est l'apnée de la crise tonico-clonique généralisée qui est responsable du SIDA? Je ne... Difficile parce que on incrimine aussi maintenant des mécanismes cardiaques, des troubles du rythme qui sont associés parfois. Mais là, pour tout ce qui est mort subite, on parle mort subite. C'est le patient épileptique qui fait une mort subite, il n'est pas en crise. En dehors de crise, ouais. En dehors de crise. Ouais. D'accord. Alors, j'avais une autre question. Alors, c'est une question pratique, en fait, qui vient d'une expérience que j'ai vécue avec un patient. En fait, c'est une famille d'épilepsie généralisée idiopathique qui était stable. Et là, un jour, ils sont trois. L'un des frères fait un SUDEP. Il était âgé de 21 ans. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un bilan particulier à faire chez ses frères et sœurs qui ont la même pathologie? Y a-t-il des recommandations à propos d'un bilan à faire chez la fratrie, dans la fratrie de quelqu'un qui ferait un SUDEP, euh, dans la fratrie épileptique aussi? Je sais pas Là, si- je vais... Très belle question et ça appelle à la réflexion. Dans tout ce qui est recommandation, il n'y a pas réellement de recommandations pour faire un bilan cardiaque. Mais honnêtement, je pense que ça ne fera pas du mal à faire un ECG ou un holter rythmique pour quelqu'un, pour la famille de quelqu'un qui fait une mort subite. Parce qu'on peut tomber Mhm, sur tout ce qui s'adapte plus ou qui sont des conditions qui peuvent exposer un épileptique plus à faire ces accidents de mort subite. mhm. Cet accident de mort subite. Ouais. Pour l'anecdote, le patient en question, on avait fait une petite enquête cardiaque et chez l'un des frères, on avait trouvé une pathologie cardiaque qui n'est pas du tout génétique, mais qu'on a pu traiter, bon, qui aurait pu mener à une mort subite, mais sans rapport avec l'épilepsie. Apparemment, ce n'est pas génétique. Et bon, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on devrait avoir, par exemple,
des recommandations particulières à propos d'examens paracliniques à faire ou de bilans à faire chez les patients dans la fratrie. Surtout que En la effet, consanguinité fait qu'on a beaucoup d'épilepsie génétique dans notre contexte, peut-être un peu plus qu'à l'étranger, tout qu'en à fait. Europe, aux États-Unis. Alors, j'ai d'autres Mais questions. oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit parler, docteur Benser Siam se pose la question s'il faut penser, est-ce que vous pensez qu'il faut en parler aux patients du SUDEP? Est-ce qu'il faut aborder la question avec les patients? Je pense qu'il faut en parler lorsque le patient est un mauvais complément en traitement. Je pense que c'est un moyen. C'est un bon moyen de le faire adhérer. Tout à fait. D'accord. Mais parler, parce que là, en matière d'épilepsie, dans notre pratique quotidienne, on a de plus en plus de comorbidités. Comorbidité, surtout l'épilepsie, elle est associée assez fréquemment au syndrome dépressif et anxio-dépressif. Et là, lorsque tu as un profil de patient pareil et on lui en parle de SUDAP, là, ça va, je crois que ça va le dérégler sur le plan Démoralisé. psychologique plutôt que être bénéfique. Mais Ouais. un patient qui est un mauvais complément au traitement, je pense qu'il faut lui en parler du SEDAP et du risque encouru lorsqu'il ne respecte pas son traitement. Mhm. Merci beaucoup. Alors, je suis en train de vérifier s'il y a d'autres questions. Pas de questions chez les personnes. J'ai une dernière question. J'aurais une dernière question. Est-ce qu'il y a, un lien dans les canalopathies, dans les maladies où on sait qu'il y a des canalopathies type Dravet? Est-ce qu'il est possible d'avoir aussi des atteintes cardiaques par canalopathie aussi, qui pourraient être à l'origine dessus? Ça, je ne peux pas le répondre honnêtement. Je dois bouquiner pour vous répondre, Merci honnêtement. beaucoup. D'accord. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Des remerciements, très belle présentation, merci. Voilà, je pense. Merci Merci pour la beaucoup. confiance. Merci beaucoup. Et donc, je remercie notre oratrice, Dr. Bedoui, pour son brillant exposé. Special thanks to Shannon for her help. Et bien sûr à toutes les personnes qui ont assisté au webinaire. Mes remerciements aussi à l'ILAE Eastern Mediterranean. Je tiens à vous communiquer un message comme quoi que dès la prochaine session, les webinaires seront organisés de façon conjointe entre l'ILAE Eastern Mediterranean et African. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence ici avec nous et à très, très bientôt. Merci Merci, beaucoup. Dr. Bedoui. Merci à vous. Merci. Shannon, thank you. Thank you.